Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire qui a un petit changement de titre. Ça porte sur les trajectoires migratoires et les questions de genre, une perspective intersectionnelle sur l'équité en matière de santé. Ce webinaire vous est présenté par les 3 des centres de collaboration nationale sur la santé publique, soit le CCM sur les maladies infectieuses au Manitoba, le CCN sur les déterminants de la santé en Nouvelle-Écosse et ici à Montréal, le Centre de collaboration national sur les politiques publiques et la santé. Je suis Val Morrison, conseillère scientifique au CCM-PPS et je suis en compagnie de ma collègue Mylène Maguire qui fait tout pour le support logistique et technique pour ce webinaire aujourd'hui. Notre invitée aujourd'hui est Bilkis Visandji, qui est détentrice d'un doctorat et professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières, également chercheuse à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal, et ainsi qu'au Centre de recherche et de formation du C3S de la Montagne dans l'équipe Migration, Ethnicité, Services sociaux et de santé, dont elle est une des cofondatrices. Ses recherches portent essentiellement sur les défis que pose la prestation de soins de qualité dans un contexte multiethnique selon une perspective qui tient compte du genre, de l'apparence ethnique, de l'appartenance ethnique, des expériences d'immigration et de l'équité. Dans le cadre de ses actions liées aux questions sur le sexe, le genre et la migration, elle a collaboré avec divers organismes non gouvernementaux pour créer et mettre en œuvre des programmes pour les nouveaux arrivants au Canada présentant des maladies infectieuses ou des maladies chroniques comme la tuberculose et le diabète de type 2. Programmes adaptés sous les angles de la culture et du sexe. Ses contributions à la communauté scientifique, en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, mettent en relief l'importance des questions liées au genre, à l'expérience de la migration et à l'ethnicité dans l'élaboration des stratégies de promotion de la santé au Canada. Elle a récemment reçu une subvention de l'équipe des IRSC et de la Commission européenne pour étudier les expériences et trajectoires complexes des filles, des femmes et des familles touchées et menacées par la pratique des mutilations génitales dans les sociétés d'accueil telles que le Canada. Tout juste avant de passer la parole à notre invité, je vous rappelle que vous pouvez communiquer en tout temps en utilisant le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et également, à la fin du webinaire d'aujourd'hui, vous allez recevoir par courriel un lien vers la présentation d'aujourd'hui ainsi que les formulaires d'évaluation. Donc, je laisse maintenant la parole à notre invité, Bilkis Visandji. Allez-y. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Madame Morrison, bonjour Madame Maguire. Je voudrais également saluer mes collègues de Winnipeg qui m'ont accueilli sur un webinaire en anglais la semaine dernière. Et donc, je remercie les organisatrices, bien sûr, et les instances organisatrices, notamment pour aujourd'hui le campus virtuel de l'INSTQ. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager pour les prochaines minutes les travaux que j'ai eu l'occasion de faire depuis de nombreuses années et surtout de le faire en partenariat avec de nombreux autres collègues. Et j'essaierai de partager un petit peu ces travaux à travers la prochaine demi-heure et 40 minutes à peu près pour ensuite essayer de laisser du temps pour des questions. Je voudrais aussi préciser qu'effectivement, il y a peut-être des mots qui sont différents, mais on reste quand même dans le même ordre d'idées de cartographier les déterminants sociaux de la santé
des femmes réfugiées et migrantes au Canada adopter une perspective intersectionnelle qui était donc sur l'annonce. Et je voulais ici juste faire un clin d'œil à la notion de genre et aux trajectoires migratoires. Donc, je voudrais juste vous mentionner que je n'ai aucun intérêt ni d'un conflit d'intérêt en ce qui concerne les éléments et les faits que je vais vous présenter, que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Je suis très contente de voir que nous avons au moins 25 participants et donc ravie de pouvoir écouter vos commentaires, vos réflexions et vos questions dès que j'aurai terminé ma prestation. Donc je commence toujours avec cette petite carte qui me plaît beaucoup. Je pourrais la tourner de temps en temps, mais celle-ci me permet de vous présenter un petit peu les pays qui me touchent dans les travaux que je fais et notamment ce que je connais le plus pour discuter un petit peu des images de la migration et autrement. Vous y verrez quelques petites flèches si vous portez attention au niveau des océans que je trouve intéressant quand on travaille sur la notion d'intersectionnalité et intersectionnalité, effectivement, et aussi de voir un petit peu les vagues qu'on voit un peu sur ces océans-là. Et l'autre point que j'aime souligner toujours, c'est le fait que je vois de temps en temps des cartes de Madagascar qui n'apparaissent pas quand on présente la carte du monde. Alors ici, au moins, nous avons Madagascar et je voudrais saluer que c'est très important de ne pas oublier, même quand ce sont des petits, mais quand même des grandes villes qu'on voit sur ces cartes et qui font une différence quand on parle de trajectoire, de monde et de diversité. Donc nous allons parler un petit peu des intersections de la mondialisation, de l'immigration et de la santé publique, et surtout de contextualiser un peu les propos sur les éléments liés à la mondialisation de la pauvreté, à des maladies, des différentes façons de vivre, notamment cuisine, mode de consommation, idées, flux d'information, et aussi de la protestation. On le vit en ce moment quand on regarde les nouvelles sur le Nicaragua. Et enfin, la façon aussi de résister. Donc, ce sont tous ces éléments que j'aime apporter quand on réfléchit au fond, donc à la toile de fond qui nous intéresse lorsqu'on veut travailler à mieux considérer ce qui constitue les différents déterminants dans un monde qui parfois n'est pas toujours évident dans son inégalité. En ce qui nous concerne au niveau de la santé des services sociaux, c'est de regarder un peu les écarts si on ne tient pas compte justement de tout ce qui est différent, de tout ce qui est compliqué à tenir compte et de pouvoir essayer de se pencher sur les défis et les inégalités qui constituent ce vécu où nous sommes. Et évidemment, pour ce faire, c'est toujours un peu compliqué et on a besoin bien certainement de se pencher un petit peu sur ce qui constitue un peu cette complexité, puis on a beau se cogner un peu la tête, ce n'est jamais toujours évident. Alors parfois on s'arrête et ça fait du bien, mais on ne peut pas vraiment se permettre de le faire. Donc ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est partager un petit peu avec vous la notion d'intersectionnalité et de faire ressortir dans cette perspective ce qu'est la question du genre, la question de tenir compte des différentes trajectoires des personnes et ainsi de pouvoir mieux comprendre l'attention qu'on voudrait donner quand on parle de production de savoir et de tenir compte surtout de l'équité en santé. Alors, un concept qui, depuis fort longtemps, nous anime quand on regarde les questions, évidemment, de l'équité et qui pourrait se définir, on aime toujours commencer par des définitions qui transcendent les frontières, qui transcendent les disciplines et surtout qu'on pourrait aisément définir en tant que croisement, recoupement, bifurcation, carrefour et surtout, j'aime finir avec le mot rencontre.
Et Audre Lorde nous rappelle d'ailleurs, quand on parle de rencontres et de complexité, qu'il n'y a pas de lutte à un problème unique, quand on parle d'intersection justement, car nous ne vivons pas des vies à problème unique, ou même, je dirais, à solution unique. On continue à essayer de définir un peu cette notion, ce concept, ce qu'on veut essayer de cartographier, notamment en l'inscrivant dans les défis du pluralisme. Et ce livre qui a été publié en 2014 par notre collègue Sirma Bilger, Diane Lamoureux et Madame Williams, sur les défis du pluralisme est un petit YouTube très intéressant dont je vous ai mis la référence sur ces diapos, et je crois que mes collègues de l'INSPQ partageront les diapos aux personnes qui sont intéressées, et je vais lui laisser écrire les instructions à cet effet si jamais vous êtes intéressé à obtenir les diapositives de la présentation d'aujourd'hui et ce lien pour pouvoir écouter un petit peu l'intersection du pluralisme et du féminisme, mais qui certainement vous amène un peu à différentes sous-dimensions de l'intersectionnalité, notamment structurelle, qui se produit lorsque les inégalités et leurs intersections sont directement liées à des expériences qui sont vécues dans le quotidien d'une personne et qu'on peut ne pas identifier, mais qui sont très présents. Par exemple, lorsqu'une personne parle tout simplement et qu'on s'aperçoit qu'il y a de multiples façons possiblement d'appréhender le contexte de vie de cette personne. Il y a aussi une définition un peu plus ancrée dans le domaine politique, quand on parle des inégalités et des intersections qui sont liées dans une certaine mesure aux stratégies politiques et qui donc demandent de se pencher sur une analyse un peu plus structurelle et politique des différences liées entre les sexes. Il est important d'ailleurs de se pencher sur ces politiques publiques puisque la diversité de l'immigration que nous verrons dans un instant et des différents déterminants qui sont en interaction nous permettront de mieux documenter justement ce qui constitue des limites et des lacunes en matière de politique, non seulement à des niveaux provinciaux, mais aussi à l'échelle nationale, et de voir un petit peu de quelle façon, dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui, on peut, en analysant une des politiques, identifier donc cette intersection de trajectoire migratoire et de genre pour mieux viser l'équité, notamment des nouveaux arrivants et plus spécifiquement des personnes qui arrivent avec le statut de réfugiés. Alors si je continue, donc ça c'est la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui a fait l'objet donc d'une analyse avec une de mes collègues que je vais vous présenter vers la fin de notre discussion aujourd'hui, dans laquelle on retrouve justement le troisième élément que je pense intéressant à bien comprendre, qui est la notion ou plutôt le statut de réfugié qu'on retrouve dans cette politique et dans cette loi surtout. Et la raison pour laquelle je vous apporte ici la définition, c'est qu'elle nous permet ensuite de comprendre comment on y retrouve justement l'intersection des autres déterminants lorsqu'on veut essayer de viser l'équité en matière de santé, en matière d'accès, en matière d'utilisation des populations qui en ont le plus besoin. Et surtout quand on veut comprendre aussi de quelle façon ces politiques nous permettent de bien comprendre les trajectoires que vivent les nouveaux arrivants afin de pouvoir mieux s'établir et mieux s'installer. De plus, cette loi qui a été adoptée en 2002, à notre avis, lorsque nous l'avons analysé avec ma collègue Nancy Clark, qui est basée à l'Université de Victoria, actuellement en Colombie-Britannique. Donc, nous avons utilisé l'analyse de cette loi pour la contextualiser à titre de repère, un repère important dans la législation en matière d'immigration. Elle nous offre une meilleure compréhension des
catégorie et en lien avec la trajectoire de la recherche vers la citoyenneté, de la protection aux groupes de réfugiés, souvent qui arrivent avec des connaissances limitées, notamment de notre service et système de santé, qui arrivent avec une connaissance de la langue qui est limitée, un souci de littératie, mais aussi des traumatismes de divers ordres. Et donc, nous voulions examiner un petit peu de quelle façon cette loi nous permet d'aller chercher aussi les forces, le capital social avec lequel généralement arrivent les personnes dans un pays comme le Canada, et nous y arriverons dans un instant à cet effet comme cadre stratégique que nous trouvions important pour illustrer justement les trajectoires et aussi ce qui pourrait constituer justement ce défi d'arriver dans un nouveau pays. Alors donc on parle de l'équité, surtout pour l'OMS, de façon plus générale, avec ce plan d'action qui a été donc émis en 2014 et qui maintenant tire à sa fin, qui sera réécrit et qui va devoir donc considérer un petit peu plus les questions un peu plus intersectionnelles au niveau des déterminants sociaux de la santé. Et ce qu'on avait constaté justement dans l'analyse, dans une première analyse de la loi justement de l'immigration et des réfugiés, c'était ce besoin de pouvoir aller plus loin et d'appliquer l'analyse différenciée selon les sexes, ou qu'on appelle ACS+, analyse comparative entre les sexes, avec un plus qui est d'aller un petit peu plus loin et de pouvoir avoir un processus qui examine les effets des politiques, des programmes sur les divers groupes de femmes, d'hommes, de garçons et de petites filles pour pouvoir donc mieux atteindre les exigences de l'équité. Notamment quand on regarde au niveau des divers secteurs et aussi au niveau surtout du Parlement pour pouvoir identifier donc de quelle façon l'ACS+ se retrouve dans cette loi sur l'immigration et la protection des réfugiés dans une perspective justement d'approche intersectionnelle. Donc ici on retrouve un modèle assez classique que je suis certaine nombreux d'entre vous connaissent déjà quand on veut essayer d'identifier les différents déterminants qui sont importants à considérer, notamment les facteurs d'identité qui se recoupent et qui permettra justement d'aller regarder de façon un peu plus systématique une catégorie d'analyse et y greffer au fur et à mesure d'autres éléments sociaux pour permettre donc d'y aller. Alors là, j'ai perdu. Oups, allô? Oui. J'ai perdu la connexion? Il faudrait se reconnecter s'il y en a d'autres aussi qui ont eu ce problème. Se reconnecter sur le site. Avec la lobby? OK. Est-ce que vous êtes sur une connexion Wi-Fi? Je suis à l'Université de Montréal. OK, parfait. Ah, vous êtes réapparu. OK. Et pourtant, il n'y a pas de vent. Là, c'est marqué connexion en cours, mais je ne vois pas l'écran où j'étais. Peut-être attendre une petite seconde. Est-ce que je suis la seule qui a disparu comme ça? Je pense que la plateforme est toujours active. Les gens sont toujours sur la plateforme. Moi, je me fais attention de venir à l'université pour ne pas avoir ce problème ailleurs.
Je s'attends un peu. Les gens ne peuvent pas nous parler en ce moment parce que les lignes sont sur le mute, mais ils nous entendent. Donc, pour les gens qui écoutent toujours, on va juste donner quelques secondes en espérant que la connexion revienne. Il y en a qui répondent dans le chat que tout va bien, donc c'est quelque chose avec la ligne. Moi, je suis. Béatrice, pourriez-vous, s'il vous plaît, recliquer sur le lien encore? Oui, bien sûr. Ah, peut-être ça va fonctionner. Bon, il y a de l'espoir, je vois des choses qui apparaissent. Voilà. Je pense que je suis revenue. Est-ce possible? Oui, oui. À part que je ne vois pas le petit bouton pour changer les diapos. Je viens de vous donner les pouvoirs de présentatrice, donc vous devriez voir les flèches en bas à gauche. Ah oui, voilà, c'est bon. Voilà, excellent. Parfait. Donc, Alors, je suis revenue. Je suis vraiment désolée, les collègues qui sont sur la plateforme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, il fait très beau pourtant à Montréal maintenant. Il y a un petit peu de vent quand même. Alors voilà, vraiment désolée. Et je vais donc poursuivre alors j'étais donc à vous expliquer juste l'importance donc de comprendre un petit peu ce que l'ACS Plus voudrait, d'aller examiner de façon plus systématique donc l'intersection des différents déterminants, en gardant en tête qu'il peut y avoir une inéquité liée à son appartenance à un genre spécifique et surtout quand on y croise la culture, l'appartenance culturelle, ethnique, une orientation sexuelle particulière, la capacité qui est liée au fait que je suis une femme, un homme, ou si je me déclare autrement. Donc c'est vraiment d'aller légèrement plus loin pour mieux comprendre qu'est-ce qui causerait justement cet élément d'inégalité. Et comme exemple de la complexité, ce qu'on voudrait voir ici sur la diapo, sur les catégories liées au genre, c'est que dans les documents que nous recevons en général, nous retrouvons donc, par exemple, ici, vous regardez dans l'année 2000, vous avez les catégories des personnes qui arrivent, vous avez la catégorie des hommes, des femmes, et on y voit justement une distribution par rapport au statut, que ce soit au niveau des immigrants économiques, des réfugiés ou d'autres immigrants. Et là, on voit justement la distribution. Et c'est important de regarder cette distribution au-delà de voir qu'il y a 112 hommes ou 115 femmes, donc 112 000, pardon, ou 115 000 femmes. Mais quand vous regardez la distribution particulière, on y voit que nous avons 30 000 femmes réfugiées comparativement à 13 000 hommes réfugiés, alors que le 112 000 et le 115 000 pourraient sembler équivalents à titre de nombre de personnes qui y arrivent. Donc c'est vraiment de regarder de façon un petit peu plus attentionnée à ce qui constitue éventuellement une différence et surtout donc ce qui va constituer les besoins particuliers des femmes qui sont à statut réfugié et des hommes qui sont à statut réfugié. Alors si je continue, donc on a la même préoccupation au niveau international où déjà en 2003, Monica Boyd, qui était au niveau du Bureau pour la santé des femmes, se préoccupait justement de regarder ce qu'on entend par les expériences qui sont spécifiques aux femmes par rapport à leur trajectoire migratoire et de voir de quelle façon on peut éventuellement comprendre l'intersection de ces différents déterminants. Et donc aujourd'hui, quand on regarde les annonces qui sont faites par le gouvernement du Canada
par le biais des instituts canadiens de recherche en santé, on voit qu'on est encore préoccupé par l'intersection de l'équité, de la diversité vers des plans d'action d'inclusion en mettant maintenant en place des chaires du Canada pour pouvoir mieux comprendre justement ces différentes préoccupations intersectionnelles et aussi, comme la plupart, sinon tout le monde d'entre vous qui êtes là en ligne, comprenez certainement ce défi que s'est donné le gouvernement canadien avec cette nouvelle politique féministe d'assistance au niveau mondial pour justement regarder, puis vous voyez les petits points en bas de la diapo sur l'égalité entre les genres et toujours de s'inscrire sur les objectifs de développement durable pour l'empowerment des filles et des garçons, la dignité humaine, s'assurer qu'il y a une croissance appropriée et qui fonctionne pour chaque personne. Donc, quand on voit la façon dont cette politique a été mise en place, il faut maintenant mettre effectivement en place à titre d'action et d'activité. On y retrouve des éléments qui recherchent cette perspective intersectionnelle pour promouvoir, dans le deuxième paragraphe, vous le voyez, les droits plus à titre d'équité des femmes et des hommes. Et quand on essaie justement de l'appliquer, on veut porter attention aux politiques et aux programmes avec la CS+, et de se dire c'est bien, mais de quelle façon est-ce que cette politique a été mise en place effectivement, et est-ce que c'est une bonne politique qui a été bien implantée, une bonne politique qui a été mal implantée, une mauvaise politique qui peut-être s'est terminée, s'est conclue par une meilleure application. Donc il y a différentes façons d'aller chercher les analyses, dépendamment de ce qu'on veut aller chercher justement dans les particularités de ces lois, sans rester trop coincé. Donc vraiment d'aller un petit peu plus loin quand on veut mieux les comprendre. Et ça me permet de vous amener justement au futur dans la réflexion de ce qu'on veut pour la recherche. Donc je continue donc mes arguments liés à l'intersection des trajectoires migratoires et maintenant de rentrer un petit peu plus au niveau sexe et genre avec les travaux assez intéressants et exceptionnels qui sont faits au niveau de l'Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC sur le travail de soutenir les chercheurs un peu plus avancés dans leurs travaux et les jeunes chercheurs aussi à intégrer ces différences dans une perspective intersectionnelle et donc de comprendre de quelle façon, quand on élaborera des données probantes, elles le seront un peu plus spécifiques pour les femmes et pour les hommes, et surtout de bien comprendre où on est dans la partie genre. La même chose a été faite au niveau de l'Agence de la santé publique du Canada, il y a 2 ou 3 ans maintenant, où le chef de la santé publique du Canada avait fait sortir ce rapport pour mieux comprendre un petit peu les défis pour protéger les Canadiens et d'y mettre justement une lentille intersectionnelle en y faisant ressortir la notion sexe et genre. Et on y retrouve donc l'importance de données pour la partie de la CS+, l'analyse comparative selon les sexes, et d'aller un petit peu plus loin au niveau des programmes et des politiques. L'agence qui est le Centre de recherche pour le développement international, connu sous le CRDI, a également travaillé à mieux comprendre la contribution du sexe et genre dans les différents projets qu'ils mettent en place, notamment ici en ce qui concerne le système de sécurité alimentaire dans les pays en développement et qui font partenariat avec le Canada pour justement améliorer le système alimentaire et d'inclure dans les projets qui sont financés en partenariat les notions de sexe, les notions de genre, les définitions classiques que vous retrouvez ici au niveau des attributs biologiques et au niveau des rôles, des comportements
que l'on retrouve de façon assez classique donc, dans les projets qui doivent être mis en place, que vous mettez en place, mais que nous essayons, par le biais de cette discussion aujourd'hui, de pouvoir donner un petit peu cette sensibilité à tenir compte des rôles, des connaissances, des capacités, des responsabilités, des identités. Donc il y a toutes sortes de façons de pouvoir appréhender la définition et de l'intégrer dans nos projets politiques, programmes et recherches. Donc une étude de dimension qui requiert de s'arrêter, mais qui est fait par des organismes internationaux, ici notamment, comme je vous disais, pour renforcer le système alimentaire et de réduire le fardeau des maladies non transmissibles, en s'assurant qu'on y intègre les questions sexe et genre. Et donc, qui nous permettent de regarder un petit peu cette notion d'égalité et dans la particularité reliée à l'égalité, on y retrouve donc le processus décisionnel, l'accès aux ressources. Donc, si j'ai accès, de quelle façon est-ce que je peux décider effectivement de pouvoir en bénéficier, alors que quand on parle d'équité, dans ma prochaine diapo, on y retrouve cette particularité des actions qui sont en intersection par rapport aux capacités, par rapport aux ressources, par rapport aux histoires et aux expériences qui caractérisent différents groupes de gens. Donc on veut essayer de comprendre un peu plus loin quand on met en place des programmes et des politiques en matière de santé et de services sociaux, de quelle façon est-ce que j'ai pu mieux tenir compte de qui sont les acteurs en présence, qui vont bénéficier, qui sont les acteurs en présence qui vont élaborer ces programmes pour qu'il y ait une certaine équité et une certaine justice dans cette perspective-là. Ce qui nous ramène au niveau canadien, donc pour la diversité, hein, nous essayons de comprendre un petit peu cette intersection entre la diversité par rapport à la migration, ainsi que la diversité par rapport aux dimensions sexe et genre. Et juste pour nous remettre un peu dans le bain, nous savons que nous sommes dans un pays qui est de plus en plus diversifié, non seulement au niveau des statuts, hein, vous les voyez ici, au bas du graphique, mais vous le voyez aussi en termes de pays d'origine. Donc ça nous donne une bonne idée de la mixité, dans la diversité de qui arrive, surtout quand vous regardez les couleurs qui varient selon le statut et selon les pays d'origine. On sait aussi qu'au Canada, nous avons une particularité unique qui est constituée par la loi canadienne sur le multiculturalisme et qui donc se décline au niveau de la loi canadienne sur la santé, au niveau évidemment fédéral, national, mais aussi au niveau provincial, et qui nous permet donc de se dire que nous allons devoir tenir compte non seulement de sexe et genre, mais aussi de tout ce qui constitue cette diversité de la population dans ses trajectoires, lorsque je parle de programmes, de politiques et d'actions que je veux mettre en place pour permettre l'accès à des soins de qualité, donc qui sont nos résultats attendus ultimes. Et si on revient donc au travail que ma collègue Nancy Clark et moi-même avons fait sur l'analyse de cette loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, quand on veut essayer d'y voir de quelle façon l'ACS+ a été intégrée, de quelle façon est-ce que dans cette loi on y retrouve cette sensibilité à la différence dans les déterminants qui touchent les personnes réfugiées, notamment dans leur réinstallation et dans l'accès à des services et aux ressources, on s'aperçoit qu'il y a quand même une analyse limitée. Hein. On n'a pas vraiment une bonne idée de comment la langue est reflétée, on n'a pas une bonne idée de quelle façon les connaissances, le capital social dont on parlait tout à l'heure est effectivement pris en compte par ces lois-là pour permettre donc un meilleur soutien à l'intégration dans les trajectoires de ces nouveaux arrivants. Alors on a bien d'avoir des lois, mais si les programmes qui suivent les lois
ne sont pas appropriées. Par exemple, quand on se penche un petit peu plus au niveau de la langue, qui est un déterminant important d'intégration dans une société d'accueil, quand on voit que le paysage linguistique des Canadiens est de plus en plus diversifié, au-delà de 21%, maintenant presque 21% déclarent parler une langue maternelle autre que le français et l'anglais, que plus de 200 langues sont parlées non seulement par les nouveaux arrivants et les plus anciens arrivants, mais qu'il y a aussi un grand nombre de langues autochtones, que les personnes qui parlent autre chose, une autre langue à titre fonctionnel vont augmenter d'ici 2031. Cela nous convainc qu'il y a bien sûr l'éducation qui est un déterminant social important, mais il y a aussi l'alphabétisation et la littératie en santé, surtout quand on voit que une forte proportion, presque à 20%, des personnes réfugiées ont déclaré une formation universitaire. Donc, on voit la gravité de la situation des personnes qui viennent avec des crédits et qui se retrouvent dans des situations vraiment différentes de leur pays d'origine, dans un pays d'accueil comme le Canada. Donc, encore des exemples qui vous montrent de quelle façon une intersection, les différents déterminants est important. Et surtout pour nous, quand on regarde une déclinaison des lois, où on essaie de pouvoir analyser la capacité, la compétence linguistique pour pouvoir offrir, par exemple, du travail. On sait que l'emploi est un souci important et particulier au Canada. Et ici, on voit certaines catégories pour calculer de quelle façon les personnes vont se voir offrir des emplois. Il faudrait les revoir éventuellement pour pouvoir les adapter au pourcentage grandissant des personnes qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas nécessairement cette capacité de pouvoir s'intégrer selon leur crédit acquis dans le pays d'origine. Et ici, on voit aussi qu'il y a des déterminants. Alors non seulement dans la diapo précédente, si vous permettez, je vais revenir en arrière un instant, il y a des calculs qui sont faits pour comprendre la capacité d'écoute, de parler, d'écouter. Ceux et celles qui ont vécu ici cette trajectoire de demande de statut à un autre statut, vous avez dû certainement passer par ces différents tests, alors qu'on sait aussi que la littératie est importante pour pouvoir bénéficier de soins de santé adéquats, et que cette littératie est compliquée quand on veut y voir l'intersection des différents déterminants à la gauche ici, de l'éducation de base, la capacité personnelle de pouvoir se mobiliser. Évidemment, on retrouve la question des genres, on retrouve la question culturelle, la question du langage. Donc toujours des déterminants que j'essaie de vous illustrer, qui nous montrent un peu cette complexité dans circonscrire qui sont les personnes auprès de qui on veut travailler, et qu'il y a même des groupes d'experts en littératie en santé, le Conseil canadien sur l'apprentissage qui essaie de définir donc ce que veut dire littératie en santé pour pouvoir permettre de mobiliser cette capacité à accéder, à comprendre, à évaluer, à communiquer les informations, qui démontre un peu de la complexité de ce que veut dire la littératie dans le domaine de la santé. Et ce rapport qui est disponible, qui date de 2003 et de 2004, mais qui fait ressortir encore une fois les complexités liées à l'équité, puisque c'est ce que nous voulons rechercher. Et évidemment, les défis restent grands quand on y rajoute à cette littératie la question de la diversité des origines et des personnes qui arrivent d'ailleurs, de quelle façon on veut mieux comprendre, on veut mieux regarder, et de quelle façon on veut essayer aussi de tenir compte des mots qui sont utilisés, et de pouvoir se dire que la majorité d'entre vous connaissent bien cette image de l'iceberg, qui demande justement cette attention particulière quand on veut
mettre en place justement ce que nous disent nos lois, nos politiques et nos programmes. Et on ne le fait peut-être jamais assez quand on veut parler justement de la recherche qu'on veut rendre plus concrète, de cette recherche qu'on veut appliquer et de pouvoir travailler à comprendre pourquoi cela fait une différence quand on considère non seulement les dimensions sexe et genre, mais aussi quand on veut essayer d'intégrer les différents déterminants sociaux de la santé. Et d'ailleurs, c'est un document qui a été mis en place par l'instance qui nous accueille aujourd'hui pour ce webinaire, le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, un document intéressant qui résume un petit peu cette complexité liée à l'importance de tenir compte des déterminants sociaux. Une autre image qui a été travaillée par ma collègue Dr. Eileen Hammond, qui est basée à Toronto, à l'Université de Toronto. Pour regarder ici, surtout, j'aimerais attirer votre attention sur les interactions critiques que vous voyez entre l'expérience de la pré-migration à votre gauche et l'expérience de l'établissement à votre droite, au niveau macro, au niveau de la communauté, au niveau de l'individu. Et là, on retrouve encore une fois les questions sexe et genre, mais aussi les expériences d'intégration progressive qui sont importantes. Donc, il y a différentes façons de le voir et ça nous fait aussi réaliser qu'il y a des trajectoires et j'aimerais partager avec vous les quelques diapos préparés par ma collègue Dr. Zoé Brabant, qui travaille donc chez Médecins du Monde et qui a essayé justement de démontrer à quel point les trajectoires migratoires sont complexes selon les statuts, selon les demandes qu'on veut faire, et justement qui nous permettent d'illustrer un petit peu de quelle façon est-ce que la trajectoire, le statut, la catégorie, l'expérience fera une différence dépendamment si on est des résidents en quête de statut, des résidents ayant été exposés à une quête de statut, des résidents par la voie de protection, par la voie de travailleurs immigrants, des résidents temporaires. Donc ça vous donne une bonne idée de la complexité qu'il faut essayer de comprendre quand on veut travailler justement avec cette perspective intersectionnelle où on retrouve justement, si je reviens en arrière, permettez-moi, on a mis citoyen et on pourrait y rajouter justement la notion sexe et genre. Vous voyez à votre droite dans les travailleurs migrants, vous avez les aides familiales résidentes qui sont à majorité des femmes. Donc toute la catégorie bleu pâle que vous avez à votre droite sera caractérisée par une complexité différente si on parle d'hommes ou de femmes dans cette cartographie qu'on veut essayer de faire au niveau de l'équité, au niveau de l'accès aux soins de santé pour les différentes personnes. Et donc de pouvoir mieux réaliser cette distance donc, qui se construit progressivement selon les dimensions dont il faut tenir compte. Donc un autre exemple de pouvoir essayer de cartographier, de comprendre où est-ce qu'on est dans cette situation et surtout quand on veut essayer d'encourager l'accessibilité à des soins de qualité pour différentes personnes. Donc ici, c'était pour illustrer un petit peu cette intersection au niveau des profils linguistiques, au niveau du statut, de la catégorie. Donc on peut continuer à regarder les niveaux et les couches, si je peux me permettre, qui deviennent complexes à considérer au fur et à mesure qu'on veut mieux comprendre. Et ici, un exemple du travail de recherche de ma collègue Dr. Nancy Clark sur Victoria University of Victoria, qui a essayé de mieux comprendre un peu le témoignage d'une femme coréenne qui essayait d'expliquer sa trajectoire migratoire à titre de réfugiée, mais qui ne parlait pas français ni anglais, et toute la complexité d'appeler un interprète pour mieux se comprendre et de voir comment on peut essayer d'aller chercher le point principal de sa préoccupation et de ce que l'interprète finalement nous amène, c'est son formulaire.
hein, loin de ce narratif précieux que nous aurions pu éventuellement capitaliser si nous avions pu mieux intégrer justement cette compréhension de ce que sont les services d'interprétariat, de ce que peuvent être les politiques et les programmes quand on veut essayer d'avoir recours à des services d'interprétariat. Donc pour vous montrer un petit peu, oui, on nous dit c'est disponible, mais quand c'est disponible, ça ne reflète pas nécessairement les verbatims, les narratifs des femmes qui sont, ou les hommes qui sont exposés à des situations complexes. Donc on se retrouve encore devant ce mur, mais qu'il faut penser, mais que certainement il y a un labyrinthe, mais on revient au fait que le problème n'est pas unique et qu'on est en mesure de pouvoir possiblement le régler et de travailler donc au fur et à mesure avec des rapports qu'on a de plus en plus, l'intégration des expertises des organismes communautaires à justement appliquer l'ACS+. Et ici, donc, notre chapitre qui va être publié sous peu dans le livre édité par Olena Ankivski, qui est une référence importante à considérer quand on parle d'intersectionnalité, où on veut essayer de discuter sur l'intersectionnalité comme un instrument politique qui peut justement aider à mieux comprendre les défis de justice sociale, mieux comprendre ce qu'on entend justement par cet outil d'engagement et de reconnaissance des expertises dans les milieux, dans les ONG, et la voix des femmes évidemment, qui n'est pas juste un formulaire que quelqu'un désirerait cocher. Donc je termine rapidement pour pouvoir laisser la parole à nos participants. Juste vous dire que donc notre analyse de cette loi de l'immigration et de la protection des réfugiés sous l'angle de l'ACF nous a permis une certaine réponse structurelle où les questions d'alphabétisation sont limitées. On n'y retrouve pas du tout cette préoccupation. On retrouve à peine le genre comme une catégorie seulement et qui serait évaluée comme l'égalité et l'équité. On voit qu'il y a des lacunes, dans l'examen des intersections, dans la connaissance de la langue. On n'y voit que très peu cette sensibilité aux trajectoires hommes-femmes dans la diversité, alors que je vous ai fait un petit synopsis là-dessus, alors qu'on sait aussi que ce sont des déterminants importants pour l'accès, l'équité à l'établissement. Et on voit aussi qu'il y a un besoin d'une meilleure intégration des évidences, d'un besoin d'une sensibilisation et de la formation de ceux qui développent les lois et les programmes, et de l'application de l'ACS+ à cet effet. Peut-être une suggestion d'avoir un commissaire, une commissaire à l'égalité des genres et de l'équité qui permettrait d'agir comme une sorte d'observatoire pour soutenir la collaboration plus accrue entre les différents secteurs. Et c'est là où je pense qu'on peut certainement parler d'intersectionnalité et d'intersectorialité, à des analyses de niveaux multiples, d'approches diversifiées pour mieux comprendre les défis, notamment quand il y a un souci de littératie et d'accès à des ressources pour mieux se comprendre. Alors je vais terminer pour vous dire que maintenant nous avons quand même des ressources et des bonnes pratiques. Alors ça c'est le lien tout récent de la communauté de pratique sur la santé des réfugiés qui est disponible sur le site web du CERDA, le Centre d'expertise sur le bien-être de l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile, où on retrouve justement ce type de réflexion, de documents et de webinars, et aussi de pouvoir comprendre un peu qu'il y a des modèles qui existent de plus en plus qui sont adoptés. Celui-ci n'est pas traduit en français, je suis désolée, mais qui regarde un petit peu de quelle façon on peut passer à des politiques comme celles que je viens de vous analyser, qui sont un peu limites dans la considération des intersections et qu'on pourrait éventuellement améliorer pour que ce soit plus transformatif. Donc vous voyez le rectangle vert qui parle de l'importance de transformer les rôles, les normes et les relations pour pouvoir avoir cette tendance vers l'équité et une meilleure considération de toutes les vulnérabilités
qui viennent en ligne de compte les unes avec les autres. Et je termine donc pour vous dire que demain, c'est le 6 février 2019 et qu'il y a la journée internationale tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines, excision, et j'invite tous ceux et toutes celles qui sont dans leurs villes respectives à pouvoir y assister si des activités sont faites. Et je remercie mes collègues du réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées racisées du Québec et la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes pour avoir mis en place une journée demain pour y discuter. Alors voilà, je vous remercie et je suis ouverte à lire et essayer de répondre à vos questions. Peut-être Val, vous allez pouvoir me résumer quelques questions? Oui, il y a quelques questions qui sont arrivées par le clavardage. Donc, la première, Brigitte demande, on note que beaucoup de recherches se fait sur l'analyse basée sur le genre. Comment intégrer ces connaissances et évidences dans la pratique, surtout en milieu communautaire où les données de recherche ne sont pas toujours accessibles et transférables? En effet, est-ce que je réponds Oui. D'abord à la question je pense que je vois que c'est Brigitte. Alors merci pour votre question. Merci aussi de soulever, j'estime, un sujet très important quand on veut essayer d'intégrer justement les expertises et les expériences du milieu. Et j'aime beaucoup comment vous avez articulé connaissance et évidence directement du milieu de la pratique. Notamment parce que la voix des personnes qui vivent des expériences particulières sont partagées un petit peu plus. Et de plus en plus, surtout quand on regarde les nouvelles exigences et les nouvelles façons de travailler, on ne peut pas le faire sans justement ce partenariat à mettre en place. Donc, ça demande du temps, ça demande des ressources, mais ça demande un engagement. Et je crois qu'à votre question, qui est le comment, c'est de l'engagement de part et d'autre, mais je dirais que nous sommes en bonne voie et on peut travailler à transférer ces données-là. Et les recherches qui sont faites dans les milieux, dans les divers milieux, à mon avis, si on s'y investit, peuvent être intégrées et appréciées de part et d'autre. Donc oui, moi j'encourage l'ouverture de part et d'autre à se comprendre et à se respecter dans la façon dont nous élaborons les données pour évidemment mieux intervenir à titre d'équité. Merci et merci pour la question à Brigitte. Une deuxième question qui nous vient de Stéphanie qui demande, dans vos recherches, avez-vous trouvé de l'information sur les besoins spécifiques des personnes qui s'identifient trans? Oui, excellente question. Quand on parle justement de la complexité des dimensions qui sont incluses dans la notion de sexe et genre, oui, ce que je peux dire, c'est que de plus en plus, il y a une sensibilité à aller au-delà de la dichotomie. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je vais aller en arrière quelques minutes pour... alors voilà, cette diapo-là vous permet justement de voir que de plus en plus, quand on veut aller avec une approche qui est transformative, on ne peut pas juste s'arrêter aux inégalités éventuellement causées par soit le fait qu'on soit une femme ou un homme ou un petit garçon ou une petite fille, mais de regarder les intersections des identités et de pouvoir mieux comprendre. Et pour cela, Stéphanie, merci pour votre question, il faudrait donner l'occasion aux personnes de s'exprimer ainsi. Donc en amont, si la donnée n'est pas collectée, elle ne sera pas analysée. Et c'est un peu ce que Audrey Lorde nous dit, c'est que si on ne compte pas, on ne pourra pas identifier ce problème unique qui n'en est pas un. Il est à la base complexe, et donc il faudrait pouvoir offrir ces questions. Et je pense que une fois qu'on aura donné ces questions, on pourra mieux identifier les besoins.
Et vous savez que de plus en plus maintenant, dans les grandes bases administratives, dans les enquêtes, il y a une ouverture basée sur des coûts additionnels, évidemment, dès qu'on pose une question de plus, ou dès qu'on offre une question de plus, c'est de pouvoir demander aux gens comment vous identifiez-vous et de quelle façon, après ça, on peut analyser leur trajectoire. Donc oui, je dirais que il y a de plus en plus, mais il y a du travail à faire et qui devrait venir de nous-mêmes, à encourager justement à se poser des questions. Merci. Je vais prendre, je pense qu'il nous reste à peu près 4 minutes. Il reste 2 questions. Après quoi, on peut prendre le temps de remercier tout le monde à nouveau. Mais je vous rappelle, pour ceux qui doivent quitter, je crois que clairement, vous appréciez, puisque je ne vois pas le nombre de participants diminuer en s'approchant d'une heure. Donc, je vous remercie encore d'être là, mais je vous rappelle que les liens vers l'évaluation et la présentation d'aujourd'hui vont vous être envoyés par courriel. Donc, une prochaine question. Après avoir fait une analyse basée sur le genre et relevé les principaux défis, comment amener les décideurs à mettre en œuvre les politiques conséquentes? Oui, oui, je viens aussi de la lire et merci à Yvan, Dieudonné Yvan, pour cette question. Je l'apprécie effectivement et c'est la grande question pour une conclusion. Je crois que vous nous mettez là justement devant ce fameux mur que j'aimerais remettre en arrière. Et c'est un peu ça. L'illustration de mon mur, c'est ça, c'est de pouvoir... alors on essaie de se dire que c'est par cette politique féministe à l'assistance sur la scène mondiale qui peut-être aidera le Canada à être plus ouvert. On avait déjà eu une réputation un petit peu plus dorée, je dirais, au Canada à l'époque. Et nous sommes à retravailler là-dessus et il y a encore beaucoup de travail à faire, à mieux intégrer justement, à mieux, je dirais, comprendre la nécessité et la nécessaire importance de pouvoir distinguer qui sont les femmes, qui sont les hommes, les garçons, les filles et les autres qui se déclarent autrement, pour qu'un simple programme, par exemple, de gestion du diabète type 2, par exemple, va rejoindre effectivement cette personne dans sa trajectoire et dans son entièreté. Alors, comment amener les décideurs à mettre en œuvre? Je pense que c'est nous, à titre de communauté en santé publique, de pouvoir continuer à travailler dans cette perspective de transformation et de pouvoir encourager. Si vous avez l'occasion de lire justement le rapport du chef de la santé publique à l'agence, je pense que ce sont des bons pas. Et on est à l'INSPQ aussi, il y a des travaux et des activités qui sont faites en ce sens. Et puis j'ai vu aussi un message indiquant que on a maintenant de plus en plus sur le site web, notamment du CCNPPS, des textes. Maintenant, il suffit de voir comment ils sont appliqués, par exemple, avec l'avènement du cannabis, qui va en acheter, comment ils vont en acheter, quelle est la trajectoire de quelle personne et les raisons d'être. Je crois qu'on a beaucoup de travail à faire pour essayer de sensibiliser un sujet chaud. Ces façons très ancrées de pouvoir mieux contextualiser les trajectoires. Il y a des nouveaux soucis, mais des anciennes façons, ou plutôt de ce qui a toujours été un souci, de mieux comprendre les trajectoires différenciées des femmes, des hommes, des filles, des garçons, des autres genres, surtout quand il y a aussi une trajectoire migratoire qui est vécue avec. Désolée pour ma longue réponse. Non, c'est fort intéressant. Et en fait, ça nous amène à peu près à 2 heures. J'ai dit 1 heure, c'est un peu 2 heures. Il restait une question, puis elle rejoint un peu la mienne, puisque nous, au CCNPPS aussi, on a fait des travaux et des publications sur l'intersectionnalité. On essaie d'intégrer cette perspective-là. Et la question de Daniela qui dit comment cette recherche a été jusqu'à là reçue d'une part par les professionnels de la santé
et d'autre part par les développeurs de programmes publics liés à la santé. Et je rajouterai à ça souvent ce que moi j'ai entendu, c'est que c'est une variation de c'est bien beau, l'intersectionnalité, tenir compte de toutes ces choses-là, mais c'est donc compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour l'intégrer dans, par exemple, des programmes concrets de santé publique? Je ne sais pas, Belkis, si vous avez eu des expériences similaires. Je suis entièrement d'accord avec vous et je pense que ce que je peux dire à titre optimiste en fin de notre discussion aujourd'hui, c'est qu'il y a une ouverture. À mon avis, tout à l'heure, je vous avais la deuxième, troisième diapo nous parlait de cette mondialisation de la résistance et de la différence dans la façon dont on a cette approche de la résistance et je crois qu'on se fait entendre un petit peu plus basé sur des données probantes à l'importance à accorder. Et je dirais que oui, on a été invité et on continue à essayer de voir comment on peut faire une différence dans les mots qui sont utilisés. En parlant des mutilations génitales féminines, l'excision, le mot barbare qui avait été utilisé lorsqu'il y avait eu une réécriture, c'est un exemple qu'il faut regarder, il faut analyser et il faut essayer de convaincre à faire attention. Quand il faut l'utiliser, ben, il le faut. Et quand il ne le faut pas, ben, il faut aussi être là pour les défendre. Alors voilà. Oui, ben, merci beaucoup à vous, Belkis, et à tout le monde qui a assisté aujourd'hui. Je me répète, mais pour une dernière fois, la présentation ainsi que le lien vers l'évaluation va être transféré par courriel sous peu. Et je tiens encore à souligner la part du Centre de collaboration national sur les maladies infectieuses et le Centre de collaboration national sur les déterminants de la santé, ainsi que nous ici à Montréal, au Centre de collaboration national sur les politiques publiques et la santé. Une dernière fois, merci beaucoup, beaucoup à Belkis Desanjé pour cette présentation fort intéressante cet après-midi. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée tout le monde.